le principe de compatibilité, et ce qui donne une valeur juridique relative à certains documents d'urbanisme. Petit à petit, avec les différents contentieux, le Conseil d'État, donc la juridiction administrative suprême, a été amené à préciser ce qu'on entendait par compatibilité. Jusqu'en 2017, il y a eu des changements réguliers. Le dernier changement, il date de 2017 avec la jurisprudence Méli-Lantel, que je vais essayer de vous préciser ça. Avant, on considérait que la compatibilité, c'était ne pas remettre en cause les orientations fondamentales d'un schéma ni la destination générale des sols. C'est-à-dire, dans le cadre de compatibilité, c'est des documents qui doivent fixer des orientations générales et des objectifs qui peuvent être affirmés sous forme quantitative, mais il faut apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations et les objectifs qu'ils définissent. C'est quelque chose qui était assez vague. Ça reste assez vague. Je vais vous lire la jurisprudence Méli-Lantel. Pour apprécier désormais, on définit comme ça la question de compatibilité. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, mais ça va être la même chose entre le schéma de cohérence territoriale et d'autres documents, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale, le conduisant à se placer à l'échec de l'ensemble du territoire couvert, en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. Donc là, en fait, on a une sorte de compatibilité rallégée. On va dire que c'est une jurisprudence qui nous a un peu fait peur. On verra après dans la pratique que finalement, heureusement, on continue il continue à avoir un contrôle quand même des juridictions sur le lien entre les différents documents d'urbanisme. Mais là, on voit malgré tout qu'on va devoir se placer à une échelle globale, ce qui fait que chaque règle de chaque document ne seront pas forcément appliquées par le document inférieur de manière stricte. Ce qui m'a fait dire, en fait, ce qui me faisait dire en tout cas, quelque chose qui est plus ou moins vrai maintenant, ce n'est pas tant le contenu de l'obligation ou le juge qui varie, mais c'est le degré de précision de la norme qui influe sur le contrôle de la compatibilité. Cela signifie en quelque sorte que plus votre norme dans votre document d'urbanisme va être précise, plus il va être aisé d'aller contrôler la compatibilité. Je reviendrai sur cette notion. Ça va être quelque chose d'important d'aller vérifier quand on analyse des documents d'urbanisme, comment est rédigée la norme et à quel point elle est précise ou pas. Et nous, on va chercher quand même à essayer d'avoir des normes les plus précises possibles pour qu'elles soient plus facilement applicables. Là où on va des fois inviter les auteurs de certains documents, notamment les SCOT et les SRADET, à exprimer certaines normes sous des formes d'objectifs ou des formes un peu vagues ou imprécises. Et c'est là qu'il va y avoir une vraie contradiction. Donc, j'en reviens toujours à cette notion de compatibilité. Donc, vous avez la jurisprudence. Là, c'est tout frais. La jurisprudence du Conseil d'État sur la commune de Montmorency. En fait, donc là, il y avait un contrôle de compatibilité. C'est un contentieux un peu spécial, c'est-à-dire que c'est un permis de construire qui a été contesté. Et à l'occasion de la contestation de ce permis de construire, les requérants ont formulé une exception d'illégalité en disant que les règles du PLU n'étaient pas compatibles avec les règles du SCOT qui étaient supérieures. Et là, c'est intéressant parce que, alors en plus, ce n'est pas un SCOT parce qu'on est en Île-de-France, c'est le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est la même chose que le SCOT, mais pour l'Île-de-France. Et là, c'est intéressant parce que le Conseil d'État, même s'il est dans un rapport de compatibilité, il va quand même considérer qu'il y a une absence de compatibilité entre le plan local d'urbanisme et le schéma directeur. Il va confirmer qu'il y a bien une analyse globale à l'échelle du territoire pertinent, qui était pour cette orientation le territoire de la commune. Donc l'analyse, elle peut se faire à l'échelle du territoire d'une seule commune, et a tenu compte du degré de précision de l'orientation adoptée par schéma directeur. L'orientation en question, c'était un contentieux sur la densité des espaces à construire et l'organisation des espaces urbanisés qu'il fallait respecter, qui n'étaient pas respectés par le plan local d'urbanisme.
c'est là-dessus qu'ils ont obtenu une décision favorable. Donc on voit finalement ce rapport de compatibilité, on a ce mouvement, on a le Conseil d'État qui en 2017 dans la Ménil-Lantel, il relâche un peu la pression. Dans la jurisprudence très récente là, qui a de Montmorency il y a 2 semaines, là il va plutôt resserrer son contrôle. J'en viens au schéma de l'horreur là. Hop, si vous voyez toujours. Excusez-moi, je reviens en plein écran. Voici schéma passant des rapports des documents d'urbanisme entre eux. Ce que j'ai mis pour aider à s'y repérer, le SCOT est le soleil autour duquel tournent les autres documents d'urbanisme. Le législateur, il a voulu faire en sorte que le SCOT soit le schéma de cohérence territoriale, donc, soit le document central dans l'ensemble des rapports entre les documents, qui soient le document d'urbanisme ou documents environnementaux. Alors vous avez vu, au centre, je vous ai mis les documents d'urbanisme, SCOT, PLU et SRADET, en considérant que le SRADET soit un document d'urbanisme, même si on va dire ça par abus de langage, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, on considère que le PLU doit être compatible avec le SCOT, et ensuite, le SCOT doit être compatible avec tous ces documents-là. Alors là, vous avez tout un tas de sigles. Si vous êtes super fort, vous allez vous amuser à deviner qu'est-ce que ça veut dire, chacun des sigles. Vous connaissez peut-être le schéma régional de cohérence écologique, c'est SRCE, le DTA, Directive territoriale d'aménagement, document stratégique de façade. Alors, il reste une ou deux bizarreries quand même dans ce schéma. On a gardé 2 documents avec lesquels le PLU doit être compatible. C'est le schéma de mise en valeur de la mer ainsi que les plans locaux d'habitat et plans de déplacement urbain. Et vous avez cette situation un peu spéciale avec les DTA et les DTA-DD qui ont une valeur de conformité sur le PIG qui, par contre, ne doit être que prise en compte par le SRADET et la DTA doit être, et SCOT doit être compatible avec la DTA alors que le PIG doit être conforme avec la. Enfin, on arrive à des choses assez amusantes comme ça. Mais on peut s'y retrouver à partir du code de l'urbanisme, on peut toujours aller vérifier qui doit être compatible avec qui. Vous voyez, du point de vue du PLUI, c'est vachement plus simple parce que vous répondez qu'au SCOT et que à 3 documents là qui sont restés dans le code de l'urbanisme. Autre chose intéressante à savoir, à chaque document d'urbanisme correspond un degré de compétence. Vous mettez ce petit schéma très simple. Et donc, plus on monte dans les documents d'urbanisme, plus on monte en compétences. Donc, c'est que le PLU qui appartient à la commune ou à l'interco, le SCOT, donc au pays qui est un établissement public de coopération. Non, c'est pas un établissement, c'est un établissement public qui permet aux différentes intercommunalités d'élaborer ensemble un SCOT. Le SRADET est élaboré par la région, et donc la DTA qui ont vocation sans doute à disparaître à terme, ou du moins il n'y en aura pas de nouvelles, sont élaborés par l'État. Un petit focus sur le SRADET parce qu'il est nouveau. Je les ai mis, attention, ils arrivent en nombre, ils sont peut-être déjà parmi vous. Qu'est-ce qu'un SRADET contenu thématique par 3 approches. Le contenu du SRADET, on trouve la même architecture que les documents d'urbanisme classiques comme un SCOT, avec un rapport qui comprend un état des lieux et des enjeux, une stratégie, objectifs et cartes, un ensemble d'annexes. Et la partie qui va être le plus importante pour vous, c'est la partie fascicule, avec des règles générales, mesures d'accompagnement et des indicateurs qui vont s'imposer ensuite au SCOT et aux autres documents. Les thématiques traitées par SRADET sont assez nombreuses. On trouve notamment la gestion économe de l'espace, la lutte contre l'artificialisation des sols, et donc des liens, des thèmes en lien direct avec l'urbanisme. Le SRADET, il avait vocation à être intégrateur. Il a intégré plusieurs autres documents qui rentrent à l'intérieur du SRADET. Donc le SRCAE, c'est le schéma régional climat, air, énergie. Le SRCE, cohérence écologique, donc théâtre inverté bleu. Schéma régional
Je ne sais plus, SRI. Le SRI, c'est le schéma des transports. PRPGD, c'est les déchets. Et voilà. Ça, un petit mot rapide pour dire, bon, tout ce qui rentre pas dans les documents environnementaux, documents d'urbanisme, n'a pas de valeur juridique, donc, comme les agendas 21 ou certaines politiques sectorielles, comme certains plans climat, air, énergie, territoire énergie positive, plan territorial alimentaire, conseil de développement. Ça n'a pas de valeur juridique, ça peut avoir une valeur par contre une importance politique pour les associations de s'y impliquer. J'en viens à la partie l'élaboration du document d'urbanisme. Bon, alors tout ça, j'ai fait un petit schéma qui résume un peu comment va se dérouler l'élaboration d'un document d'urbanisme qui va être commun au SCOT et au PLU, hein, ce schéma, avec d'éventuelles petites subtilités. Ça, c'est quand on est dans l'élaboration complète, hein, c'est quand on n'est pas en phase de révision ou de modification, où vous allez avoir des schémas plus simplifiés. Mais vous avez une phase de concertation préalable, à l'issue de laquelle un bilan doit être réalisé. Après ce bilan, il y a un arrêt du projet. C'est ce projet arrêté qui va passer ensuite en enquête publique avant approbation. Vous avez toute une phase, en même temps que la concertation, une phase d'association des personnes publiques associées. C'est là que les associations agréées ou les associations locales d'usagers peuvent se manifester pour demander à être associées à la concertation, à l'élaboration, donc donner un avis sur le projet déjà, donc en phase amont. Et vous avez un ensemble d'acteurs qui vont intervenir, donc ce que j'appelle les personnes publiques associées, où vous allez demander l'avis aux autres établissements publics de coopération intercommunale, les communes riveraines, voisines, ou dans le cadre des SCOT, les communes qui composent le SCOT. Vous avez des commissions comme la CDPNAF qui va intervenir pour donner un avis, et un acteur assez important qui est l'autorité environnementale, qui apparaît souvent sous le sigle MRAE, Mission régionale d'autorité environnementale, qui est rattachée au ministère de l'Environnement et qui a pour objet de donner un avis indépendant sur le projet qui est élaboré. Voilà, je vous ai mis les différentes hypothèses de procédure de réalisation des documents d'urbanisme. Vous avez l'élaboration, c'est-à-dire que vous refaites complètement le document d'urbanisme, et tous les autres par ordre d'importance. Vous avez révision, modification simplifiée, c'est-à-dire révision, vous changez beaucoup de choses, modification, vous changez un peu, modification simplifiée, vous changez presque rien. Vous pouvez avoir dans certains cas des procédures un peu exceptionnelles qui sortent de ces cas de figure-là, que vous pouvez éventuellement rencontrer, c'est notamment la mise en compatibilité. Vous rencontrez ça, par exemple, la mise en compatibilité, quand vous pouvez avoir une déclaration d'utilité publique qui emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme. C'est-à-dire que pour réaliser un projet, vous faites une déclaration d'utilité publique, et pour que votre projet rentre dans le cadre du plan local d'urbanisme, ce n'est pas le projet qui va s'adapter au plan local d'urbanisme, mais c'est le plan local d'urbanisme qui va s'adapter au projet. Donc vous allez faire cette procédure de mise en compatibilité qui est dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique. Vous avez la procédure d'abrogation, qui est extrêmement rare, mais vous en avez une, par exemple, en cours actuellement avec la directive territoriale d'aménagement des estuaires de la Loire, qui va faire l'objet d'une abrogation. Ce n'est pas prévu par les textes, mais c'est possible, parce qu'à partir du moment où vous pouvez élaborer un document, vous devez pouvoir l'abroger également. Donc il faut prendre un schéma qui est parallèle à celui de l'élaboration. Vous avez un cas un peu exceptionnel de caducité qui est prévu uniquement pour les schémas de cohérence territoriaux, dans les cas où vous n'avez pas réalisé certains bilans qui sont obligatoires du SCOT. Donc vous pouvez avoir une caducité de droit. Ça peut, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé à un SCOT de se retrouver caduc, mais ça peut valoir le coup des fois de jeter un œil si on ne pourrait pas être dans cette situation-là. Un truc un peu spécial aussi pour les PLU, c'est la mise à jour des annexes qui est possible de manière indépendante de toute procédure de révision, modification ou autre.
Ça peut être intéressant parce que parmi les annexes, vous pouvez avoir les annexes sur la carte des zones humides, par exemple. L'amont, le contenu. Je vais essayer de passer assez vite. Thomas, c'est bon au niveau du timing? Écoute, il est 18h01. Ouais. Parce que là, je vais super vite. Ok. Je vais très vite. C'est aussi pour laisser un peu de temps à Yvan après qui vous présentera quelques exemples concrets. Mais le cas échéant, si vous avez des questions en cours de route, si tu repères des questions, Thomas, vous pouvez les écrire sur le tableau à droite, vos questions. Si vous avez besoin que je revienne sur des notions, je peux aussi revenir dessus si je suis allé trop vite. Hein. Alors, il y a quelques petites questions effectivement qui viennent. On ne va pas toutes les traiter là maintenant. Tout de suite, juste une question d'éclaircissement. Tu nous parles de CDPNAF. Qu'est-ce que c'est qu'une CDPNAF? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la commission départementale. Bonne chance pour te souvenir de l'acronyme. Commission départementale de la protection de l'environnement, je crois que le N, espace naturel, agricole et forestier. Merci. C'est une commission dans laquelle on peut siéger en tant qu'asso qui est départementale et qui va être consultée sur certains projets dérogatoires qui ne sont pas censés pouvoir être autorisés dans les documents d'urbanisme et qui peut être consultée pour l'élaboration de certains documents d'urbanisme. Je vais rentrer un peu dans le détail du contenu. Je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais vous trouvez au sein du plan local d'urbanisme un plan d'aménagement et de développement durable qui va définir donc son objectif, c'est de préciser un certain nombre d'orientations sur le politique d'aménagement, équipement, urbanisme, paysage. Enfin, le PADD, c'est ce que vous allez devoir faire, ce que vous comptez faire de votre plan local d'urbanisme. Et c'est assez cadré par la loi quand même, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans votre PADD. Et vous allez voir après, en fonction de ce qui est inscrit dedans, ça peut avoir des implications très concrètes sur ensuite le contenu du PLU. Alors là, c'est le PADD en version ancienne, mais qui est encore actuel. Vous comprenez pas? Non, les futures dispositions, elles s'appliquent pour le futur. Donc les dispositions qui s'appliquent actuellement sont les dispositions anciennes, qui sont du coup actuelles. Bref, le projet d'aménagement et développement durable fixe les. Donc là, on retrouve la même type de logique que le PADD du PLU. Ça, c'est le nouveau SCOT les nouvelles dispositions qui vont s'appliquer pour les prochains SCOT qui vont être élaborés prochainement. On passe sous la notion de projet d'aménagement stratégique qui, il faut bien l'avouer, ressemble beaucoup au PADD. Il a changé de nom, mais on a voulu faire un truc un peu plus moderne. Vous avez notamment le fait qu'il faut définir les choses dans un horizon de 20 ans. Donc, ça cadre un peu plus l'horizon qui doit être poursuivi avec certains éléments précis, donc objectifs qui peuvent être représentés graphiquement. Et on trouve toujours une liste d'incantations à faire les choses bien et le plus joli possible. Et là, du coup, je vous ai parlé de ces stratégies. Et il y a un truc vachement intéressant, c'est que vous allez avoir une obligation de cohérence entre la stratégie que vous avez élaborée pour vos SCOT et PLU et les autres documents qui font partie de vos SCOT et PLU. Donc le règlement fixe, notamment donc le règlement du plan local d'urbanisme fixe en cohérence avec le PADD les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés dans le code de l'urbanisme. On trouve la même chose, un équivalent pour le SCOT. Ce qui signifie que le juge, concrètement, il va pouvoir contrôler si, à l'intérieur de vos documents d'urbanisme, les dispositions, ce que vous avez mis dans vos règlements, correspondent bien à la stratégie que vous avez définie.
Et vous avez un exemple, une jurisprudence du Conseil d'État 2017, Montpellier Méditerranée Métropole, qui définit un peu ce qu'on entend par cohérence. Et donc, en fait, la cohérence, c'est même un rapport encore plus fort que le rapport de compatibilité. En jugeant que le classement de l'ensemble, il estime qu'il y a une incohérence entre une orientation du plan local d'urbanisme de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc, dans le règlement, on prévoyait des zones d'extension économique et d'équipement et prévoyant une urbanisation, alors que ce n'était pas prévu dans les orientations du plan local d'urbanisme. Et donc, il y a une annulation de ces extensions d'urbanisation. Ça, c'est intéressant. Ça a été confirmé dans un arrêt très récent, qui cette fois concerne le SCOT de l'Audet dans le Sud Finistère, association à l'initiative de l'association de sauvegarde du pays fouet nantais, une association du Sud Finistère. Et là, vous aviez dans le PADD, donc la stratégie du SCOT, l'objectif de développer et conforter une offre de proximité et de qualité, notamment en équipement de la personne loisir dans les centres-villes, bourgs et les quartiers. Et après, le juge il remarque que dans le SCOT, c'est écrit que le seuil de surface de plancher des commerces admis dans les secteurs d'implantation préférentielle périphérique est abaissé de 400 à 200 mètres carrés. Et la notion de centralité est définie plus largement comme incluant tout secteur caractérisé par un bâti dense, etc. De sorte que la centralité n'est plus nécessairement synonyme de centre-ville, centre de quartier ou centre-bourg. En fait, ce qui vient sanctionner ici, le juge, c'est que vous avez un projet d'aménagement stratégique qui vise à sauvegarder en fait, le commerce dans les centres-villes, et vous avez le SCOT dans son règlement qui prévoit des règles qui ont l'effet exactement inverse. Et là, on obtient une annulation extrêmement intéressante prononcée par la Cour administrative d'appel de Nantes la semaine dernière, tout simplement. Vous avez la même chose, voilà, sur les zones d'activité commerciale, c'est la suite de la même jurisprudence qui développe le même objet. Et moi, je vais me reposer un peu, je veux bien passer la parole à Yvan. Alors, du coup, on va effectivement voir un exemple de PADD avec l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Donc ça, c'est une lutte qui commence déjà à être un peu ancienne, mais qui était quand même assez emblématique, notamment pour France Nature Environnement, mais aussi pour pas mal de monde dans la région nantaise et même à la Bretagne. Et en fait, ce que je pense chacun et chacune avait compris, c'est que Notre-Dame-des-Landes, c'était pas seulement un projet aéroportuaire, c'était aussi un projet immobilier, notamment, et il s'agissait de se débarrasser de l'aéroport. Alors, du coup, c'est toi qui as la souris, Romain, si tu peux montrer l'aéroport existant qui se trouve là, au sud de Nantes. Ici, donc avec une piste très mal orientée, ça on est tous d'accord pour dire que cette piste n'aurait pas dû être orientée dans ce sens-là et donc pour éviter du bruit sur Nantes. Mais on a en fait au sud de la piste Saint-Aignan-de-Grandlieu et au sud de Saint-Aignan-de-Grandlieu le lac de Grandlieu qui a un espace qui est une réserve en fait écologique classée Natura 2000 et qui abrite un nombre d'oiseaux assez important. Enfin, même toute une biodiversité très, très importante. Et ce qu'on avait voulu montrer dans la lutte, donc à Notre-Dame-des-Landes, on a monté l'atelier citoyen qui a permis de faire une sorte de contre-expertise en fait sur l'aéroport existant en disant qu'il fallait préserver cet aéroport, on pouvait le réhabiliter, etc. Donc, si tu peux juste revenir, pardon. Ouais. Et en fait, en montrant que Notre-Dame-des-Landes allait provoquer de l'étalement urbain, non seulement, bien sûr, par l'extension urbaine qui allait se faire vers le nord de Nantes en direction de cet aéroport. Et là, en utilisant justement le SCOT, bon, c'est pas ce que je vais vous montrer là, mais en utilisant le SCOT et le PADD du SCOT, qui est en cours d'élaboration à Nantes, on a pu identifier toutes les zones d'activité qui étaient déjà programmées, et notamment programmées en raison de la construction de cet aéroport. Et au sud de Nantes, au contraire, la libération, donc le fait que l'aéroport allait partir, permettait à Saint-Aignan-de-Grandlieu, donc la ville là, qui se trouve au sud de Nantes, d'urbaniser beaucoup plus, enfin de construire beaucoup plus que ça n'était actuellement. Parce que ce
enfin, la réalité, c'était que le plan d'exposition au bruit, le PEB, protégeait finalement toutes ces zones et protégeait même une partie du lac de Grandlieu contre l'urbanisation. Et donc, et ça, on l'a identifié dans le PADD donc, de l'époque. Maintenant, le PADD a changé. Saint-Aignan-de-Grandlieu fait partie de la métropole, donc le PLU, est dans le PLU métropolitain de Nantes, de la métropole nantaise, mais à l'époque, il y avait un PADD et un PLU pour Saint-Aignan. Et ce qu'on lisait, donc c'est encore la diapo d'avant, mais on va le voir sur les diapos d'après, ce qu'on pouvait lire en tout cas dans ce PADD, c'était qu'il y avait des zones identifiées d'urbanisation une fois que l'aéroport serait parti. Voilà, donc du coup, diapo suivante, on le voit un peu mieux ici. Là, on voit les zones, le zonage du PEB. Alors, il ne s'agit pas de défendre les aéroports d'une manière générale. Un aéroport qui préserve des terres, en fait, c'est le cas, c'est pas le cas uniquement à Nantes, hein, à Paris, en région parisienne. Le triangle de Gonesse, notamment, a été préservé grâce aussi au PEB. Mais bon, après, les nuisances aéroportuaires, enfin, je sais qu'à FNE, on est aussi nombreux à lutter contre ça. C'est aussi un véritable fléau. Et je pense qu'il ne s'agit pas du tout de dire que ces nuisances sont bonnes pour l'environnement, mais pour les hommes encore moins. Mais dans ce cas-là, en fait, du coup, cette courbe du PEB montrait clairement que dans la zone C du PEB, on ne pouvait pas construire donc, de logements. Et ça permettait de préserver 205 hectares, dont 100 hectares dans la zone Natura 2000, donc du lac de Grandlieu. Ce que nous répondait le maire de Saint-Aignan, c'était pas du tout, dans tous les cas, même si l'aéroport part, mon village est préservé par la loi littorale, donc, parce qu'on est au bord du lac de Grandlieu, donc la loi littorale s'applique, et par cette zone Natura 2000. Mais en réalité, Loïc Marion, notamment, qui est un chercheur au CNRS et qui avait été directeur de la réserve naturelle du lac de Grandlieu, le disait clairement à l'époque que si l'aéroport partait, c'était une double peine. C'était à la fois une double peine pour l'environnement, à la fois donc, la destruction des terres à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi la destruction de ces terres-là qui étaient très riches en biodiversité. Et c'est ce qu'on a pu montrer, en fait, diapo suivante, on a pu montrer à l'époque, ça c'est donc Saint-Aignan-de-Grandlieu en 1949, donc à l'époque où il y avait, enfin c'était des champs, des maraîchages notamment, et aujourd'hui, donc on voit toute cette extension urbaine avec notamment des zones pavillonnaires, enfin on est assez loin quand même du centre de Nantes, et donc on a uniquement des lotissements pavillonnaires en bord du lac de Grandlieu. Diapo suivante. Et donc sur cette carte, on avait identifié toutes les zones qui étaient soit urbanisées récemment, soit à urbaniser. Donc malgré la protection, soi-disant protection du lac de Grandlieu, on savait très bien qu'ils allaient pouvoir urbaniser. Donc ça, c'était simplement ce qui était identifié par le PLU de l'époque. Mais une fois que l'aéroport serait parti, en fait, il y a toute la partie verte là au centre, allait probablement être urbanisée en lotissement pavillonnaire. Voilà pour cet exemple. D'où l'utilité, bon, un exemple de lotissement qui s'était construit là à Saint-Aignan. Donc une dizaine, une quinzaine de maisons sur 1,5 hectare. Enfin, c'est mineur, mais en fait, tous ces hectares additionnés font les 20 000 hectares qui disparaissent chaque année en France. Minimum 20 000 hectares. Et ça, c'est le fait que la loi littorale ne protégeait pas du tout en fait cette zone, parce que la loi littorale autorise les extensions urbaines, les dents creuses, enfin les extensions de hameaux, etc. Et là, c'est le cas en fait. On voit qu'avant la loi littorale, donc les photos du haut, globalement, Saint-Aignan n'était pas très, enfin ce lotissement notamment qui est juste en bord du lac n'était quasiment pas construit, et progressivement, en fait, depuis la loi de 77, non, pardon, la loi littorale de 86, il y a eu des extensions de ces lotissements, dont un dernier en 2015, donc assez récemment. Ah oui, je reprends la main. Et Romain, je me permets, je vous avais prévenu que je serais un maître du temps impitoyable. Ouais. Je me permets de te dire qu'il est 18h15. Donc, Ok. Et il voilà, reste si on peut. une grosse vingtaine de diapos, il reste, Thomas. Ok. L'idée, c'est de pouvoir commencer la session de questions-réponses le plus proche Oh, possible de 18h30. Je te ok. laisse voir. Ah, quelle horreur!
Alors, bon, je vous avais mis un petit exemple, moi je trouvais amusant, c'était l'extrait du PADD du SCOT de Brest qui insiste sur les entrées de ville et la beauté des paysages. Et quand on arrive à l'entrée de Brest, quand on arrive par le nord est de Brest, on arrive là, quoi. Et c'est toujours faire attention dans la cohérence entre ce qu'on écrit et la réalité. Bref, parlons de paysage et d'intégration paysagère. J'en viens donc on a parlé de la partie stratégique des documents d'urbanisme. Je vous parle un petit peu de la partie évaluation et rapport. J'ai fait un petit cadrage terminologique pour dire que vous allez trouver différents termes qui correspondent pas tout à fait à la même chose, mais qui font partie de cette partie évaluation. Aujourd'hui, vous allez surtout retrouver le terme d'évaluation environnementale qui a vocation à remplacer donc les études d'impact, c'était pour les projets uniquement, c'était pas pour les documents d'urbanisme. Donc vous allez de toute façon entendre parler d'évaluation environnementale, mais maintenant on ne parle plus d'études d'impact, on parle d'évaluation environnementale des projets. Le rapport de présentation, vous avez vu dans le SCOT, il va devenir évaluation environnementale, il ne s'appellera plus rapport de présentation. Et donc ces autres notions-là, c'est des trucs un peu spécifiques à l'environnement. Cadrage rapidement. Il faut savoir que le contenu des évaluations environnementales est souvent extrêmement et très précis dans le cadre ou des rapports de présentation, dans le cadre des PLU et des schémas de cohérence territoriaux. Cependant, le juge administratif considère que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact, ce qui est également valable pour une évaluation environnementale, ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Donc, on va avoir un contrôle un peu vaste quoi, hein, du juge administratif là-dessus. Donc, il peut avoir des erreurs dans les rapports de présentation sans forcément que ça entraîne l'annulation du document ou des insuffisances. Bon, on a quand même un bon exemple. Je vous ai mis l'exemple du SCOT du bassin d'Arcachon qui a été annulé pour des vices dans le rapport de présentation, des insuffisances assez graves dans le rapport de présentation de ce SCOT. Notamment sur la description, évolution de consommation d'espace. Tout ça pour vous dire que il faut quand même des éléments assez grossiers quoi, d'insuffisance dans les documents dans les rapports de présentation ou les évaluations environnementales pour aller vers une annulation. Vous pourrez éventuellement aller voir un peu de quoi il en ressort dans le code de Bordeaux. Dans cet aspect-là, vous allez avoir un allié important qui est l'autorité environnementale, qui a pour rôle, qui a deux rôles. Un, de décider pour certaines évolutions de documents d'urbanisme, donc certains PLU qui font l'objet de décider s'ils vont faire l'objet d'une évaluation environnementale ou pas. Pour le SCOT, c'est systématique, hein, l'évaluation environnementale, pas pour le PLU. Mais c'est aussi, surtout, celle qui va vous intéresser, c'est l'autorité qui délivre un avis sur l'évaluation environnementale et qui va souvent, d'autant plus avec les réformes récentes poussées par FNE qui visent à ce qu'elle soit parfaitement indépendante et dotée de moyens suffisants, qui vont souvent être très intéressants. Hein, les avis d'autorité environnementale sur les documents d'urbanisme, c'est souvent des mines d'informations. Voilà, un petit mot pour vous dire, méfiez-vous aussi. Désormais, le juge administratif, il a un pouvoir régulateur, c'est-à-dire qu'il peut demander, quand vous allez demander l'annulation d'un document d'urbanisme, lui, il va estimer, bon, bah, il y a une insuffisance du document d'urbanisme sur l'évaluation environnementale, bah, je vais enjoindre les auteurs de refaire l'évaluation environnementale ou de la compléter, et il ne va pas forcément annuler le PLU. Il peut aussi reporter dans le temps les effets de son annulation. On a un exemple très récent avec le plan local d'urbanisme intercommunal de Toulouse. Yvan, si tu veux présenter rapidement sur... Oui, là c'est sur Nantes en fait, c'est un extrait du PADD du PLUM, donc plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes en 2015. Bon, il est rentré en vigueur en 2019, ce PLUM, mais
En fait, en 2015, donc, on s'y était intéressé parce qu'on montait l'atelier citoyen à l'époque et on s'était rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal de communication autour du fait qu'il y avait une grande concertation d'ouverte, etc., pour élaborer ce plan local d'urbanisme. Et en fait, en réalité, si on regardait vraiment les choses de près, et donc à cause de cet aéroport, on commençait vraiment à être très, très familier de la réalité de l'urbanisme à Nantes, qui globalement tendait vraiment à s'étendre. Nantes, c'est une ville qui est très très plate en fait, hein, et donc qui n'est pas arrêtée par la géographie. Et donc, ce problème d'étalement urbain nous posait vraiment problème. Et là, on voyait que mais par exemple, dans les objectifs qui étaient donnés, dans la communication qui était faite et dans la réalité, il y avait une grosse différence. Donc la communication, c'était celle-ci, c'était accueillir 75 000 habitants d'ici 2030, diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre, diviser par deux le rythme de consommation des espaces naturels. Et donc, bah, c'est très louable, en fait. On se disait, bah, effectivement, si on réussit à accueillir autant d'habitants tout en divisant par deux ces consommations, c'est super. En réalité, les gens qui recevaient ces informations, les citoyens nantais, n'avaient pas toutes les informations. Par exemple, sur l'accueil des 75 000 nouveaux habitants d'ici 2030, en réalité, cette statistique venait de l'INSEE, mais c'était la fourchette haute en fait de l'INSEE. Donc, enfin, simplement, bon, c'était pas noté en fait. Je pense que dans les débats, il aurait pu être indiqué la fourchette basse, la fourchette haute, la fourchette moyenne, et puis partir sur une fourchette moyenne, par exemple, parce que l'accueil du nombre d'habitants, c'est important, justement, on a besoin de logements, etc. Même chose sur la réduction du rythme. Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. La réduction du rythme de consommation des sols et la réduction des gaz à effet de serre, pour nous, c'est des objectifs qui étaient clairement insuffisants parce qu'on partait de très très haut. Et donc, il fallait peut-être essayer d'augmenter ces objectifs ou en tout cas les chiffrer un peu mieux parce que dire 50%, en fait, ça veut tout et rien dire. Voilà. Ah, pardon, c'est encore à moi. Ça, c'était donc c'était pour Nantes. Donc, une lutte beaucoup plus récente à Aubervilliers. Là, c'est un peu la même chose en fait. Aubervilliers a eu un nouveau PLU, enfin donc un plan local d'urbanisme intercommunal de pleine commune. Dans lequel une ZAC en fait a été intégrée, c'est enfin un éco-quartier entre guillemets quartier du Fort d'Aubervilliers avec donc les fameux jardins du Fort d'Aubervilliers, une lutte voilà assez récente dans lequel une piscine d'entraînement olympique devait être construite donc sur le petit parking qu'on voit là devant le fort là en premier plan et puis en partie sur les jardins. Et donc, dans l'élaboration de la ZAC, mais aussi dans l'élaboration du PLU, la concertation qui a été faite, à chaque fois, disait ne vous inquiétez pas, les jardins ne seront pas détruits, on a conscience. Là, c'est l'appréciation du commissaire enquêteur. Je note que le maître d'ouvrage est conscient de l'intérêt de ces jardins et fera tout ce qui sera possible pour assurer la protection maximum. Ce qui veut évidemment rien dire, mais ça, c'était noté dans le rapport du commissaire enquêteur de la ZAC. Et en réalité, donc, il y a 1 hectare de jardin, même dans la ZAC, 1 hectare de jardin qui disparaît. Diapo suivante. Et donc, pourquoi ils disparaissent ces jardins? Pour non seulement donc, une piscine d'entraînement olympique et notamment son solarium, mais aussi pour une gare de métro du Grand Paris Express. Et puis, et dans la concertation du PLU, le commissaire, donc, enfin, le public qui était là de demander le classement en zone naturelle des jardins. Et le commissaire enquêteur a dit oui, enfin voilà, la réponse de Plaide Commune, c'est que très bien, on va sanctuariser ces jardins en zone N. Et dans la réalité, diapo suivante, il y a une partie des jardins qui a été sanctuarisée en zone N, ce qu'on voit ici en vert, mais en gris, donc on a les zones UG pour la piscine et le métro, et même une zone UM sur laquelle il n'y a eu aucune communication, c'est une zone urbanisée, urbaine mixte, donc avec des bureaux, des hôtels, des logements qui peuvent être faits là en plein sur les jardins. Et ça n'a jamais été dit ni aux jardiniers, ni à personne dans la ville. Donc cette zone, elle est arrivée comme ça, un peu toute seule, sans doute sous l'impulsion de Grand Paris Aménagement, mais qui n'en a pas du tout fait la publicité. Bon. Voilà, on voit en fait les solutions. Donc là, on voit le métro, la ligne 15, la piscine. Et en réalité, le parking dont je vous parlais, en fait,
à une longueur de 125 mètres à peu près, donc on peut largement y mettre une piscine d'entraînement olympique sans venir toucher au jardin. Donc ça, c'est vraiment la lutte dans laquelle on est pour l'instant. Le permis de construire a été tout récemment, avait été délivré par la mairie, c'était auto-délivré par la mairie fin août, pardon, non, début août. Nous, on attaquait fin août, et la cour administrative d'appel de Paris a permis de suspendre en urgence les travaux de cette piscine. Donc pour l'instant, les travaux sont toujours suspendus. Avant que ça ait été suspendu en urgence, donc il va y avoir un jugement sur le fond qui va être fait. Pour l'instant, on ne sait pas ce jugement, on n'a pas beaucoup d'espoir non plus, parce qu'on sait bien que, on l'a vu sur un autre projet olympique, le jugement avait arrêté les travaux, mais ensuite les travaux ont pu reprendre. Donc là, on n'a pas beaucoup d'espoir, mais dans tous les cas, on continuera d'attaquer et puis de lutter même sur place. Et puis, on sent que la maire d'Aubervilliers est assez seule en fait dans son combat pour la prochaine piscine, parce que tout le monde se désolidarise d'elle. Voilà, tout le monde trouve ça stupide en fait de venir bétonner ses jardins. Voilà. Je pense que c'était ma dernière diapo. Et je fais un petit point timing, mais pour une fois, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas énormément de questions. Donc, si vous avez besoin de 10 à 15 minutes supplémentaires, on peut les prendre. Et pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ok, bon, bah c'est bien, on va s'en sortir. La dernière partie, c'est la partie, je voulais vous parler de la partie réglementaire du document d'urbanisme. On a parlé de la partie stratégique, la partie... tiens. Attends, j'ai peut-être fait une bêtise là sur le. Non. Alors, je reprends. La partie réglementaire. Donc, pour rappel, dans le SCOT, on va retrouver un document d'orientation et d'objectifs. Dans le plan local d'urbanisme, vous allez retrouver un règlement graphique écrit et des OAP. Dans le SRADET, vous allez retrouver un fascicule de règles. Et je vais reprendre notamment sur le PLU. Je vais prendre des choses. Je commence par SRADET. Vous le trouvez dans SRADET, ça c'est intéressant comme règle. Et quelque chose s'il y a quelque chose dont il faut vous souvenir, c'est d'être attentif à la bonne rédaction des règles qui sont dans les documents d'urbanisme. Vous allez avoir un objectif dans le SRADET Bretagne qui dit mettre un terme à la consommation d'espaces agricoles et naturels. C'est super. Et puis après, vous allez retrouver dans le fascicule, chaque territoire, par ses documents d'urbanisme et de planification, devra y apporter sa plus forte contribution possible. Et moi, quand je lis ça, je rigole, quoi, parce que le point de vue ça c'est génial d'écrire ça, mais le point de vue du juriste, c'est que ça vaut rien du tout, une affirmation comme ça. Que vous pouvez rien imposer derrière à partir d'une affirmation comme ça. Et c'est ce que confirme l'autorité environnementale qui a remarqué que vous avez plein d'autres exemples comme ça dans le SRADET Bretagne qui sont extrêmement dérangeants. Le choix d'un schéma non prescriptif qui s'en remet à la somme des seuls engagements volontaires des acteurs et renvoie aux documents d'urbanisme et de planification la mise en œuvre des orientations et des règles, sans encadrer précisément les modalités, aboutit à en affaiblir la portée, et c'est un euphémisme. D'autant que l'absence de cible et de calendrier renvoyait des feuilles de route prive en partie les indicateurs de leur utilité. Alors là, c'est totalement, l'autorité environnementale, derrière cette phrase qui paraît toute douce comme ça, elle met une critique fondamentale et extrêmement sévère du SRADET Bretagne, généralisée sur son manque de prescriptivité. Excusez-moi. Et donc c'est quelque chose sur lequel je voudrais que vous ayez vraiment une appréciation un peu assez critique. Ah ben tiens, Yvon, tu avais oublié qu'il te restait encore une intervention. Oui, encore. C'est exactement le même exemple, du coup illustré. Les architectes, on aime bien les images plus que les textes. En fait, un des documents d'urbanisme dans le PLU, c'est l'OAP. L'OAP, c'est un document assez nouveau. Enfin, c'est 2014, je crois. Je sais, Romain, je sais pas si. Oui. C'est pas si nouveau que ça, mais on a tendance à les utiliser de plus en plus. C'est les orientations d'aménagement et de programmation qui font office de règlement à l'intérieur des plans locaux d'urbanisme, hein, donc ce qui a une vraie valeur opposable.
Voilà, et qui donc ont cette qualité de représenter graphiquement en fait, et en plus en détail, donc de zoomer en fait sur certains quartiers, sur certaines zones. Donc ça c'est pour les OAP sectoriels. Il y a aussi les OAP thématiques qui permettent plus globalement de s'attacher à un thème en particulier. Là, c'est un exemple d'OAP sectoriel, en fait, dans lequel nous, on a regardé aussi un petit peu ce qui allait se passer, parce que on voit toute la partie verte, la flèche verte, on voit pas très bien pardon. On voit pas très bien dans ce que ça signifie, mais c'est écrit continuité écologique. En réalité, c'est une nouvelle voie, c'est même une 4 voies en fait qui est programmée ici à Champigny-sur-Marne. Et cette 4 voies, peut-être qu'elle va avoir des arbres tout le long, mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une continuité écologique. Et surtout, la hachure tout autour représente des zones de développement. Et puis toutes les zones un peu floues, donc ce qu'on voit ici sur l'écran en violet et en vert un peu flou, c'est pas du développement, pardon, des requalifications urbaines. Mais en fait, c'est globalement un schéma qui là est assez flou, alors que l'OAP peut être beaucoup plus précise. Et c'est ce que tu disais, Romain, tout au début. Il faut vraiment pousser pour la précision, parce qu'une fois qu'on a des documents précis, là, ils seront plus facilement opposables aussi aux aménageurs dans le cas présent, ou aux gens qui vont bien construire. Donc, peut-être que dans la construction de ces OAP, les mairies ont tout intérêt, ou les intercommunalités ont tout intérêt à rester un peu dans le flou, mais nous, on a vraiment intérêt à ce que, pour protéger certaines zones, on soit le plus précis possible. Là, c'est un exemple d'OAP thématique, pour le coup, un OAP sur les trames paysagères de Grenoble, où là, on voit clairement que les trames paysagères sont bien dessinées. Les trames paysagères, contrairement à la flèche qu'on voyait tout à l'heure, qui représentait juste une continuité écologique, là, on a des continuités qui forment une vraie trame, et pour lesquelles je pense qu'il serait difficile de venir construire un équipement important au milieu de ces trames. Donc ça permet je pense, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, mais plus on aura de précision, notamment sur ces trames écologiques, et plus ça permettra d'être... C'est mieux que le précédent, hein. C'est loin d'être parfait, ton exemple, parce que malgré tout, on ne sait pas exactement quel type de protection vont être attachées aux différentes trames, mais on sait au moins où elles sont géographiquement, elles sont bien placées, très précises. Donc c'est quand même déjà quand même beaucoup plus intéressant que la diapo précédente, hein. Et il faut savoir aussi que dans l'OAP, il y a aussi un texte, hein. Il y a une partie graphique, mais il y a aussi du texte. Donc effectivement, les protections, à mon avis, sont précisées dans le texte de l'OAP. Okay. Moi, je vous mets une petite illustration qui montre à différentes échelles de territoire. Là, vous avez 3 échelles différentes. On est dans le Morbihan, sur la petite commune de Brandérion, à côté de Lorient. Et on va voir comment les différents documents vont mettre en évidence la trame verte et bleue. Donc, on commence par le SRCE qui fait maintenant partie du SRADET, et donc le schéma régional d'aménagement et développement durable, donc qui a une échelle régionale. Là, j'ai entouré en bleu la zone. On voit que c'est des petites taches vertes claires, des taches vertes foncées qui ne sont pas très précises. On peut pas trop s'en servir. Cependant, on voit qu'à l'échelle du SRCE, cette zone-là que j'ai entourée en bleu, elle est en vert foncé, donc elle est censée être un réservoir de biodiversité. Quand on arrive à l'échelle du SCOT et du PLU, c'est fini, on n'a plus de réservoir de biodiversité, c'est devenu tout blanc. Parce qu'il y a un projet de zone d'activité à cet endroit-là, qui n'a toujours pas été fait d'ailleurs. Mais c'est intéressant de voir qu'au niveau du SCOT, on a ces trames vertes et bleues là, qui sont définies tout autour de Brandérion. Et le côté vraiment opérationnel, il va être défini à l'échelle du PLU, où on voit que là, il reprend à peu près les mêmes éléments que celui du SCOT au niveau des trames vertes et bleues, avec des petites flèches et tout ça.
Bon, il a juste oublié cette petite zone, il a juste oublié de définir une continuité écologique ou un réservoir de biodiversité à l'endroit où ils ont l'intention de mettre leur zone d'activité. Bon, mais voilà, ça peut nous servir éventuellement si on fait des contentieux. Je vous montre une autre illustration d'un problème auquel j'ai été confronté très récemment. Là, je suis sur la commune d'Étel, dans le Morbihan. Vous avez un projet de lotissement là, sur la zone 1AU qui est représenté à droite là, de la diapo. Et au bout de cette zone-là, on ne voit pas très bien, mais c'est une haie classée en EBC qui se termine ici. Et là, on va sur le terrain et on s'aperçoit qu'ils ont, pour faire leur lotissement, ils ont tout à raser. Et notamment un talus avec une haie qui était ici. Sauf qu'en fait, dans la réalité, c'est un chemin qui est bordé par 2 talus. Il y a un seul des 2 talus qui a été arasé. Et le lotisseur et le maire disent « Oui, mais regardez bien sur le plan. En fait, le talus qui était protégé, c'est celui qui a été maintenu à gauche, pas celui qui a été détruit. » Et donc là, je suis vachement coincé parce que finalement, j'avais l'impression que le PLU était assez précis, mais il n'avait pas bien défini la réalité de l'espace boisé classé. Et donc, je ne vais pas pouvoir imposer la restauration de cette haie ou la sauver dans ce cas-là. Là, on a un problème de précision cartographique. Ce n'est pas un problème de précision de la règle. Et là, vous avez un autre exemple récent, une jurisprudence du 31 août 2021, alors, qui concerne le plan local d'urbanisme de la commune de Ducos, je pense, on dit, en Martinique, avec une association qui est affiliée à FNE là-bas, qui s'appelle l'ASSOPAMAR. Et ce qui m'intéressait là, bon, là, une petite introduction vers ce qui fera l'objet du prochain webinaire, où on vous explique qu'il y a un problème dans le PLU parce qu'ils n'ont pas recherché une gestion économe des espaces naturels et agricoles. Mais il y a une autre chose qui m'intéresse, c'est qu'avec l'aide là de Raymond Léos de FNE, ils sont allés éplucher le contenu du règlement des PLU, et notamment le règlement des zones AP. Donc les zones AP, c'est les zones agricoles protégées, et les zones NM, c'est les zones naturelles proches de la mer, je crois. Et là, ils se sont aperçus qu'il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas interdites dans ces règlements. Donc si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Et notamment, vous avez une zone agricole protégée dans laquelle le règlement autorise les constructions à usage d'habitation. Et bien là, on va vous dire qu'il y a quand même un gros problème juridique à l'intérieur du règlement, c'est-à-dire que ça ne colle pas. C'est pas parce que sur une carte, vous allez mettre des zones A ou des zones N qu'elles vont forcément être bien protégées. Il faut aller lire ce qui est écrit dans le règlement pour être sûr que qu'on est bien dans une bonne normativité. Vous voyez là, les dispositions des articles A1 et A2 d'une part et N1 et N2 naturels, d'autre part, n'interdisent pas expressément les constructions destinées à l'habitation. Elles permettent de les autoriser de manière générale alors que leur réalisation est strictement cadrée par les dispositions précitées en zone agricole et naturelle. Voilà, on en a terminé pour cette présentation d'un certain nombre d'enjeux et d'éléments de base sur les documents d'urbanisme. On va pouvoir passer à la phase des questions. Alors, vous avez un petit glossaire. De toute façon, je pense que Thomas, tu pourras envoyer le document à l'ensemble des participants. Je vous ai mis un petit glossaire si vous voulez réviser vos documents, tout ça. Oui, tout à fait. La présentation sera envoyée à tous les participants. Alors, merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup de vous être plié à l'exercice qui consiste à condenser très rapidement des pensées complexes et des règlements complexes. On a quelques questions dans le chat. Alors, je dois vous avouer que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de résoudre les problèmes techniques. Donc, je vais prendre un peu les questions au passage. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat. Alors la première question, désolé, encore une fois, ça va être un peu dans le désordre. On nous demande à quoi sert un certificat d'urbanisme? Est-ce qu'il tient compte du PLU, du SCOT ou d'autres documents d'urbanisme? Oui, ça c'est certificat d'urbanisme, c'est une sorte de permis de construire, c'est-à-dire qu'on va on va vérifier
Là, on est sur l'aspect opérationnel. Quand on est plus sur l'aspect document d'urbanisme, on va vérifier que votre projet est conforme au PLU, au SCOT, mais avant de vous délivrer l'autorisation. Ça a quand même comme intérêt de figer les règles. C'est-à-dire si vous avez certains propriétaires qui ont peur que les règles du plan local d'urbanisme soient figées, qui ne veulent pas démarrer leur projet tout de suite, mais peuvent demander un certificat d'urbanisme en attendant. Tiens, on a une remarque. Ah oui, Jean-Pierre Cousin me fait remarquer que les PDU sont devenus des PDM. Tout à fait. PDU, c'était plan de déplacement urbain, et PDM, c'est plan de mobilité, si je ne me trompe pas. Là, on a encore des changements de... on a encore des changements de dénomination. Et il y a effectivement une de mes diapos qui ne devait pas être à jour. Alors, vous allez voir que je ne prends pas forcément toutes les questions. Attendez, une seconde. Vous allez voir que je ne prends pas forcément toutes les questions, notamment les questions qui sont extrêmement précises et qui portent sur un cas particulier. Je comprends que ce soit frustrant, mais encore une fois, on ne peut pas traiter tous les cas particuliers lors de ce webinaire. Alors, je vais prendre d'autres questions. Quelle est la portée juridique d'un SRADET? Les SCOT et PLUI sont-ils tenus à s'inscrire dans les axes stratégiques définis par le SRADET? Tout à fait. Et c'est une question pour moi. En fait, je vais peut-être reprendre une de mes diapos, si vous voulez. Peut-être que vous allez... ou pas. C'est chiant de refaire le partage d'écran. Le SRADET, donc il est placé dans la norme des documents d'urbanisme, il est placé tout en haut. Donc il est au-dessus du SCOT, il est dans un rapport de compatibilité. Donc le SCOT doit être compatible avec le SRADET et ensuite le PLU doit être compatible avec le SCOT. Cela dit, tous les documents du SRADET ne s'appliquent pas de la même manière. C'est le fascicule des règles en fait qui va avoir une valeur juridique dans le SRADET. Les autres documents du SRADET n'ont pas forcément de valeur juridique. Et donc effectivement, les SCOT ils doivent être compatibles avec le fascicule des règles du SRADET. C'est pour ça que quand on a vous pouvez avoir des SRADET qui vont comporter des objectifs très, très précis et très forts et des règles extrêmement faibles. C'est contre ça qu'il faut essayer de se battre pour les régions qui n'ont pas encore de SRADET approuvé. Je crois qu'il y a le Pays de la Loire, ils n'ont pas encore de SRADET approuvé, par exemple. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres régions qui n'ont pas de SRADET. Mais ça va être, il y a pas mal de choses à essayer d'obtenir. Merci beaucoup. Je prends les questions. Yvan, Romain, si vous voyez des questions pour vous dans le chat, n'hésitez pas à y répondre directement. En attendant, je lance une autre question qui nous a été posée. Par qui doit être établi le bilan d'un registre de concertation? Est-ce qu'on peut avoir une rédaction originale d'un organisme et une réécriture communiquée par le maire de la commune? Oula. Bah, Là, je pense qu'il y en a quelqu'un qui a été traumatisé par une concertation effectivement, un des problèmes de la concertation en matière d'urbanisme, c'est qu'elle est réalisée par l'auteur du document d'urbanisme. Donc, vous avez quand même une grande variété, diversité dans la qualité de la concertation. Qu'on peut observer, vous avez des communes qui jouent plus ou moins le jeu. Surtout que les textes réglementaires sont très peu prescriptifs à ce niveau-là. La seule chose que le juge contrôle, c'est qu'en fait, la commune ait bien respecté les modalités de la concertation qu'elle avait définies en amont. Mais elle peut très bien définir des modalités de la concertation très faibles. Moi, en matière de concertation, l'idéal, ce serait d'avoir une procédure comme il en existe pour pas mal maintenant de projets ou d'autres plans et évaluations, plans et programmes, une concertation avec un garant qui est nommé par la CNDP, c'est la Commission nationale du débat public. Ça, on le souhaiterait, mais en matière d'urbanisme, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que la concertation avec garant de CNDP, c'est que le bilan de la concertation, il n'est pas rédigé par le porteur de projet, il est rédigé par le garant. Et ça change pas mal, ça change quand même pas mal de choses dans la sincérité du débat. Donc je confirme effectivement qu'on peut avoir des collectivités qui ne jouent pas le jeu.
Je voyais une question sur laquelle je sais répondre, je pense, c'est celle de Bernard, sur une OAP est-elle à respecter intégralement ou est-ce une simple orientation sans autre précision? Et du coup, on a le cas au fort de Bervilliers et visiblement, alors sous ton contrôle, Romain, mais ce que disait l'avocat de la ville, c'est que l'OAP le projet doit être compatible avec l'OAP, mais il n'y a pas d'obligation de conformité. Donc, mais compatible, ça veut dire qu'il peut pas non plus, le projet peut pas être totalement contradictoire avec l'OAP. Voilà. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, en plus, de toute façon, vous avez vu souvent les OAP, c'est des dessins au crayon de couleur avec des flèches, hein, donc vous n'avez pas forcément, en fait, dans cet état d'esprit-là, effectivement, de la compatibilité. Ouais. Ça a quand même une vraie valeur juridique opposable, hein, malgré tout, malgré ce lien de compatibilité. Alors, je prends un peu les questions dans l'ordre où elles sont arrivées. On nous demande quel est le niveau de protection in concreto. Je ne suis pas sûr que ça fasse appel à une notion juridique, des zones Natura ou d'un PNR. OK. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, le PNR, il peut valoir Scott. Donc, PNR, c'est Parc naturel régional, hein, je précise. En fait, dans le PNR, ce qui a une valeur, c'est la charte du Parc naturel régional, qui peut soit remplacer un SCOT dans certains cas, donc s'imposer dans un rapport de compatibilité avec le PLU, ou alors, si vous avez déjà un SCOT sur le territoire, ce qui est le cas dans la plupart des territoires, en tout cas que je connais en Bretagne, la charte du PNR, enfin le SCOT doit être compatible avec la charte du PNR. Voilà et donc il n'y a plus de rapport de compatibilité entre la charte du PNR et le plan local d'urbanisme. Les zones Natura 2000, là c'est encore c'est différent. Je les ai pas mises dans les schémas des documents parce que c'est pas une zone Natura 2000, c'est pas un document d'urbanisme ni un document environnemental, même si vous avez un document d'objectif, le DOCOB. Ça pourrait presque faire l'objet d'un autre séminaire de savoir comment on applique les zones Natura 2000, mais vous avez une obligation quand vous avez une zone Natura 2000 dans un plan local d'urbanisme de faire une évaluation d'incidence Natura 2000. Et après ça, vous devez démontrer que votre plan local d'urbanisme ne porte pas atteinte à la zone Natura 2000. Donc éviter absolument les incidences dessus. Donc vous avez comme malgré les apparences, votre zone Natura 2000, elle a comme un statut de protection, elle délivre un statut de protection assez fort quand même, malgré tout. Ça va passer par... parce que si votre évaluation d'incidence montre que votre projet de document d'urbanisme, il a une incidence sur la zone Natura 2000, vous pourrez continuer votre projet que si vous démontrez que vous le poursuivez pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Et c'est là que vous pouvez quasiment pas vous justifier en fait. En plus, vous devez le notifier à la Commission européenne, ce qui rajoute une difficulté dans la procédure. Là où il peut y avoir de la triche, c'est que on va chercher à il y a certaines communes qui, si elles ne jouent pas le jeu, elles vont chercher à minimiser quand ils vont faire leur évaluation d'incidence Natura 2000. Ils vont dire non, mon projet n'a pas d'incidence parce que c'est leur propre bureau d'études qui doit faire cette évaluation environnementale. Et souvent, les contentieux, ils ont plus lieu sur est-ce que l'étude d'incidence Natura 2000 a bien été faite, si elle est sincère, complète et sérieuse, quoi. Il y a plus être là-dessus qu'il va y avoir des débats en général. Ok. Pardon, Yvan, tu voulais prendre la parole? Non, Romain, non. Vas-y, Alors, je continue avec les questions. On demande comment se situent les permis d'aménager que se délivre une municipalité à elle-même, avec un exemple, il y en a d'autres de création de parking en zone naturelle. Ça. Je pense que la question est peut-être sur sa place dans la hiérarchie des normes ou sur le...
le degré de latitude que possède une collectivité pour ses permis d'aménager. De toute façon, elle doit respecter les propres règles qu'elle s'est créées, hein, la commune, hein, dans tous les cas. Soit permis d'aménager, permis de construire ou déclaration préalable, vous avez, quoi qu'il en soit, l'obligation de respecter le plan local d'urbanisme. Donc, ça va être, effectivement, il y a souvent alerte rouge et danger quand on se délivre à soi-même son propre permis. Hein. C'est ce que j'allais dire, il y a des gros risques de conflit d'intérêts. Hein. Dans le cadre, je continue avec les questions, hein, dans le cadre d'une enquête publique sur un permis de construire, quelle est la valeur de l'avis du commissaire enquêteur? Est-ce que le maire doit se ranger à son avis? Et est-ce que cet avis a une valeur juridique? Oui, alors, non, oui et non, je crois, dans l'ordre. Donc là c'est quoi exactement l'exemple? Il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'exemple pour le coup. C'est une enquête Bah, publique sur un permis de construire. Donc, en gros, la question, c'est qu'est-ce que ça vaut une enquête publique, quoi, hein, qu'est-ce que ça vaut un avis d'enquête de commissaire enquêteur? Est-ce que le maire doit se ranger, pardon, à l'avis il y a l'exemple du triangle de Gonesse, en fait, où à Gonesse, le PLU, le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable sur le PLU. Le maire de Gonesse est passé outre parce qu'effectivement, je pense qu'il a le droit de prendre comme un avis et du coup de pas le prendre en compte. Par contre, le PLU a été attaqué et du coup a été suspendu a été suspendu par le juge parce que justement l'avis du commissaire enquêteur était défavorable sur ce PLU. Donc, mais il y a quand même une démarche juridique, les associations quand même attaquées. Il y a une démarche. Il y a effectivement cette démarche-là qui est importante, c'est que effectivement, le maire peut passer outre, hein, l'avis du commissaire enquêteur, mais il doit motiver le fait de passer outre. Il doit en disant soit donc l'avis défavorable doit être motivé pour des raisons. Donc soit soit la commune analyse les raisons pour lesquelles le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable, et à ce moment-là, soit ils se rangent à son avis, donc ils changent le projet, ou ils expliquent pourquoi ils ne vont pas suivre l'avis. Mais quoi qu'il en soit, ils doivent avoir cette obligation de motivation. Donc lever les réserves ou motiver le fait qu'on ne les lève pas. Derrière, ça signifie quand même que bon, il y a un truc purement juridique au niveau procédural qui fait que vous pouvez obtenir plus facilement des suspensions du projet devant le juge quand vous avez un avis défavorable du commissaire enquêteur. Vous n'êtes plus obligé de justifier de l'urgence, d'une part. Et en fait, on remarque quand même que dans la pratique, c'est un avis défavorable de commissaire enquêteur. Déjà, ça n'arrive pas si souvent que ça. Vous avez quand même régulièrement des réserves, mais pas souvent des avis défavorables. Et si derrière vous avez, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue contentieux, tu donnes l'exemple du triangle de Gonesse, les juges ont été certainement très sensibles au fait qu'il y ait eu un avis défavorable du commissaire enquêteur. Et c'est quelque chose qui est effectivement gardé de près par les juges quand vous vous retrouvez avec un avis défavorable. Hein. C'est clair et net. C'est hyper. Quand vous pouvez obtenir un avis défavorable, c'est vraiment intéressant. Ou au moins avec des réserves qui ne sont pas levées. Dans une logique de contestation, bien sûr. Sur les OAP, on nous demande est-ce qu'une OAP peut être ajoutée à un PLU ou un PLUI qui est déjà établi? Oui. Oui, bien sûr. Dans ce cas-là, vous passez par des modifications ou révisions du plan local d'urbanisme. C'est quelque chose de tout à fait possible. Ouais. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez des modifications comme ça, tout ça, vous n'êtes pas obligé de reprendre tout le PLU dès le départ si vous avez juste une OAP à rajouter, par exemple, ou à modifier ou à supprimer. Et on a également une question qui, pour le coup, n'est pas un exemple précis, qui est un peu plus large, qui est, alors, compte tenu des SRADET et des SCOT, quelle marge de manœuvre reste au final à la commune? Quelle marge de manœuvre à la commune, sachant qu'elle doit respecter les autres documents de planification?
Ah, c'est vrai que quand on regarde le schéma, tiens, je vais refaire le partage d'écran, je vais remettre la diapositive. Bien sûr qu'elle reste libre, hein, mais hop, ouvrir le bac de partage. Vous voyez là, comme Oui, ça on l'a c'est sous bon. les yeux. C'est bon. Quelle marge de manœuvre reste aux auteurs, au maire et au PLU quand vous avez tout ça autour de vous, tout cet environnement qui est autour de vous? La marge de manœuvre est évidemment réduite parce que il doit prendre en compte toutes les considérations de son territoire, quoi, et tous les documents qui sont autour de lui. Sachant en plus que là-dedans, j'ai pas mis la cartographie des zones humides, j'ai pas mis l'évaluation d'incidence Natura 2000. En général, vous allez rarement avoir des extensions d'urbanisation sur des zones Natura 2000 ou sur des zones humides. Une fois que vous avez établi toutes les contraintes, bah, vous voyez ce qui vous reste comme possibilité. Comme possibilité. Malgré tout, on voit quand même que dans les exemples, il y a quand même pas mal de marge de manœuvre sur. Bon, vous pouvez toujours grignoter des espaces agricoles, vous pouvez choisir les plus ou moins vides, vous pouvez choisir par où et dans quelle vitesse vous étendez votre urbanisation, quels sont les grands projets, mais en plus, l'urbanisme moderne, il faut dire les choses, vous êtes dans un conseil municipal, souvent vous allez faire confiance à votre bureau, vous allez mandater un bureau d'études pour faire votre PLU et vous allez un peu suivre leurs conseils. Alors vous allez peut-être orienter un peu, votre politique, c'est plutôt de restreindre au maximum l'urbanisation ou c'est plutôt d'accueillir le plus de monde possible. Voilà, vous allez avoir peut-être des différences, mais vous êtes extrêmement contraint par tout un tas de choses. Quand on voit ça, effectivement, le débat se pose. Ah. Alors, il nous reste encore 3 minutes. Est-ce que vous repérez l'un et l'autre une question à laquelle vous souhaitez répondre dans les 3 minutes qui nous restent? Attends, je regarde. Sachant qu'encore une fois, désolé pour les gens qui posent des questions très très précises, mais le choix, c'est vraiment de ne pas forcément répondre aux questions qui sont très précises et qui correspondent qu'à une seule situation, dans la mesure où on est assez nombreux. Si on répond à une situation qui est très précise, bah forcément les autres, c'est pas forcément très très intéressant et très très pertinent pour les autres. Tiens, j'aime bien Jean-Pierre Crouzat qui me pose la question, on va arriver sur le bassin annécien, un PLUI habitat mobilité bioclimatique, ces composantes bioclimatiques apparaît-elle d'ailleurs ailleurs dorénavant? Ouais, j'ai vu ça apparaître aussi. J'ai vu ça apparaître sur PLU de Nantes Métropole, où ils ont fait une analyse. Ils ont même fait une OAP exprès là-dessus, sur les questions. Ce qu'ils étudient, c'est les îlots de chaleur, les axes principaux avec le vent, pour éviter les grands courants d'air ou la manière dont les rues peuvent être ensoleillées ou pas. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant comme approche, d'intégrer cette approche-là dans le plan local d'urbanisme. J'ai quand même l'impression que j'ai l'impression que c'est pas encore à la portée de tout le monde, de tous les autres, parce que j'ai vu ça dans les uniquement dans le PLU de Nantes Métropole, où ils ont vraiment un cabinet d'urbanisme hyper fourni avec des grands spécialistes. Dans les plus petits PLU, je ne sais pas s'ils ont les moyens de se payer des spécialistes de ces sujets-là, mais c'était quand même une approche très intéressante. Merci beaucoup. Des fois, il y a des remarques aussi, c'est pas forcément des questions, mais juste des remarques, c'est aussi intéressant de les refléter. Il y avait une question, mais je ne sais pas y répondre, donc c'est un peu une colle sur. On voyait sur l'OAP de Grenoble, la trame, c'est écrit trame paysagère, effectivement, c'est pas une trame verte. Est-ce que. Du coup, j'ai vu cette question, mais quelle est la valeur de la trame verte par rapport à la trame paysagère par rapport à une trame verte? Est-ce que Romain saurait répondre? La trame verte, ça dépend où. Effectivement, si c'est la trame verte et bleue du SCOT, tu as un rapport de compatibilité entre les deux documents, parce que vous allez dans le SCOT, vous allez en général, vous allez trouver dans les SCOT un document qui
il précise les trames vertes et bleues, donc à ce moment-là, vous avez bien un rapport de compatibilité. L'objet du PLU, ça va quand même être de rentrer un peu plus dans la précision par rapport à la déclinaison de cette trame verte et bleue. Donc normalement, c'est quand même censé effectivement être lié, il est quand même censé avoir un lien. Après, si vous entendez par trame verte et bleue le SRCE, schéma régional de cohérence écologique, maintenant le SRCE, il fait partie du SRADET, et lui, il s'applique d'abord au SCOT. Il doit d'abord être décliné dans le SCOT. Les PLU n'ont plus à respecter de manière directe le SRCE, schéma régional de cohérence écologique. Alors qu'avant, effectivement, les PLU devaient se référer directement au SRCE. Je crois que c'est sur la terminologie de trame paysagère, du coup. C'est plus trame verte, c'est trame. Est-ce que c'est une définition légale d'une trame paysagère ou non? Non, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé à l'occasion. Alors, il est 19h01 et vous savez à quel point je suis à cheval sur les horaires et je suis absolument intraitable. Alors, je vais répondre à une petite question qu'on nous a posée. Est-ce que les questions qui ne sont pas traitées à l'oral seront traitées par écrit? Alors, effectivement, on pourra jeter un coup d'œil aux questions. Après, si c'est des questions ultra précises qui mériteraient quasiment une consultation juridique dédiée, là, non, on n'y répondra pas. Donc, si c'est une réponse qu'on peut fournir rapidement, en quelques lignes, il n'y a pas de souci. Si c'est une réponse qui mériterait quelques pages, non, on ne le fera pas. Et là, la réponse qu'on peut vous faire, c'est plutôt de vous rapprocher des fédérations départementales ou régionales de FNE pour bénéficier d'un vrai soutien juridique si c'est ça, dont vous avez besoin. Donc voilà, les questions faciles, entre guillemets, elles seront répondues. Les questions qui méritent une consultation juridique, elles ne seront pas répondues. Il y a une dernière remarque, là, je vais juste répondre rapidement. En complément des trames vertes et bleues, peut-on définir des trames noires? Absolument, c'est nouveau. Ça fait partie des. J'en ai pas parlé parce que ça m'a fait beaucoup de choses, mais on a désormais ce concept de trame noire qui apparaît dans la législation. Trame noire, c'est les espaces non éclairés. Hein, voilà. C'était une réponse rapide. Merci beaucoup. Yvan, est-ce que tu peux nous pitcher en quelques secondes le webinaire de la semaine prochaine pour nous donner envie d'y assister? Eh bien, si vous voulez tout savoir sur le ZAN, le zéro artificialisation net, en 1h30, donc voire 1 heure plus une demi-heure de questions. Bon, vous ne saurez pas tout, mais en tout cas, on essaiera d'en parler au maximum, sachant qu'on avait déjà fait ce webinaire l'an dernier, mais il s'est passé pas mal de choses. Déjà, la loi climat est passée entre-temps, donc on a plus d'informations là-dessus. Il y a aussi même ce que me disait Romain, même des jurisprudences qui commençaient à apparaître. Donc, on a pas mal de choses, en tout cas, pour pouvoir parler du zéro artificialisation nette, du fait que ça soit pas suffisant encore, mais que, enfin, légalement, il y a déjà pas mal d'outils. Il y avait déjà pas mal d'outils avant ce ZAN. Il y en a aussi pas mal légalement. Maintenant, c'est vraiment la volonté politique. Je pense que ça sera déjà, enfin, ce qu'on essaiera de montrer aussi la semaine prochaine, c'est la volonté politique et puis la volonté des militants de FNE pour faire, enfin, vraiment avancer les choses voilà, qui va compter. Parce que légalement, enfin, c'est pas uniquement légal, c'est aussi politique tout ça. N'est-ce pas, Romain et Thomas? Tout à fait, voilà. Ouais, mais vous allez voir, il y a eu beaucoup de choses nouvelles depuis l'année dernière. Ça, c'est vraiment intéressant. Et on n'a pas encore trop de retour d'expérience, mais ça va être intéressant à analyser. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes qui êtes venus rester, qui avez posé les questions. Les supports seront transmis, les réponses aux questions seront réalisées, à moins que ce soit des questions qui nécessitent une consultation juridique. Et sur ce, j'ai juste envie de vous dire bonne soirée, bon repas pour ceux qui y sont mangés, et puis à l'épisode 2, comme disent Pauline et Joseph, la semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent. Allez, bonne soirée, je mets fin à la réunion, vous allez être déconnectés sauvagement. Merci à vous tous. Merci, bonne soirée. Bonsoir, bonsoir. À la semaine prochaine.
Raphaël.